Merci beaucoup, en tout cas, André, de venir encore nous parler de notre ami Trump, parce Oui, on en parle oui, beaucoup, hein. en fait, lorsqu'on regarde les sondages de la sortie des urnes par rapport aux évangéliques, ça n'a pas Oui. bougé. Ça n'a pas Comment? du tout bougé. Ça n'a pas bougé. Pas Parce bougé. que, non, parce qu'on regarde les sondages, comme je disais, à la sortie des urnes, Ouais. et on voit que les évangéliques blancs ont encore voté à 82 pour Trump. Ça représente, c'est intéressant parce que quand on parle de ce pourcentage-là, quand même, ça représente 22 de l'électorat. Oui, c'est énorme. Oui. Oui, c'est énorme. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on comprend un peu la dynamique par rapport à la dynamique raciale, là, les évangéliques blancs ne constituent en ce moment qu'environ 14 de la population américaine. Ça veut Mais dire qu'il y a une grande proportion de ce 14 qui a qui a un poids électoral assez significatif. oui. Bon, là, c'est certain qu'on focalise beaucoup sur les évangéliques blancs, mais il ne faut pas oublier que dans le contexte des élections, il y a quand même le vote catholique qui a compté, hein, qui correspond pour Trump à 58 des catholiques qui ont voté pour Trump. Et le vote catholique est aussi un vote important, qui a un poids important. Il correspond à 22 de l'électorat également. Donc c'est Tandis pareil, que c'est équivalent. oui, Oui. et tandis que si on prend les protestants, incluant les évangéliques, Oui. ils ont voté à 63 pour Trump. Ça correspond quand même à 42 du poids de l'électorat américain. C'est quand même assez significatif. Et Et lorsqu'on regarde les autres groupes religieux, mais le poids électoral n'est pas vraiment significatif. ce que vous voulez dire, c'est que sans cette partie donc évangélique qui se mobilise, Trump ne gagnerait pas. Exactement, c'est exactement ça. Et il faut quand même aussi avouer que lorsqu'on regarde, par exemple, toute la question de genre et de race aux États-Unis, il y a quand même une proportion qui demeure pour le poids électoral, du moins. Par exemple, si on regarde les sondages à la sortie des urnes, encore une fois, on voit que les hommes blancs le la proportion ou le poids du vote d'hommes blancs, c'est quand même 34 du vote. Les femmes blanches, ça constitue 37 du vote. Ça veut dire que 70 du poids du vote électoral demeure quand même euh, les, les, les Américains blancs. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que Trump va émerger de tout ça comme un peu un autocrate, Oui. mais il s'entoure de gens qui sont des oligarques. Hein, c'est on est vraiment dans une situation assez complexe parce que sur le plan politique, C'est ça parallèle risque à la de... Russie, quoi. Ben oui, c'est exactement. On est en train de voir émerger quelque chose qui pourrait ressembler à cela. Quand on regarde tout cela, et comme je vous disais, j'étais à Washington récemment pour discuter de ça avec des chercheurs, l'après-élection, ce qu'on réalise, puis on a souvent parlé de menaces à la démocratie et ainsi de suite, mais en fait, tout cela, c'est beaucoup plus une vision qui est contre le libéralisme politique. Voyez-vous, Ouais. sur l'idée du libéralisme, on est dans une ère d'illibéralisme. Ouais. Le problème, c'est justement une poussée vers l'illibéralisme. C'est Ouais. pas qu'il n'y aura pas de démocratie ou c'est pas que les gens ne voteront pas, mais ils vont voter en faveur d'un système politique illibéral, hein, qui ne met pas l'accent sur justement les choix individuels, sur l'atomisation des êtres humains, mais sur une question de collectivité, cohérence et ainsi de suite. Et c'est contradictoire avec la vision ultralibérale de Musk, ça. Ben, Musk, c'est un néolibéral, dans le Oui. sens que c'est du néolibéralisme. Là, on est dans la perversion libérale sur le plan économique. Mais quand on parle parce que vous avez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez beaucoup de différents acteurs religieux qui Oui. s'intéressent à la situation américaine, puis pourquoi ils vont voter républicain. Vous avez
par exemple, vous avez le phénomène de J.D. Vance, qui est le colistier de Trump. J.D. Ouais. Vance, ce qu'on appelle un post-libéral. Mhm. Souvent, qui s'aligne, ben, des gens vont dire, donc, il s'aligne à la tradition du catholicisme intégraliste. Hein? Mhm. C'est qu'ils ont une vision aussi qui est très similaire à celle du dominionnisme, hein? Qui est quand même similaire, mais du côté catholique. Ça veut dire qu'ils sont en réaction contre le libéralisme politique. Ils Ouais. disent on doit transcender le libéralisme parce que ça détruit justement une société et ça met les gens les uns contre les autres. Et il faut retourner à un système de fonctionnement ou une philosophie politique qui ressemble plus à une philosophie politique qu'on retrouvait dans les milieux catholiques au Moyen Âge, essentiellement, c'est ce qu'ils disent. Hein? Ça veut dire que on a toutes sortes d'acteurs qui vont, d'un certain sens, pour utiliser une phrase de mon collègue Philippe Gonzalez, il y a une espèce d'écuménisme des tranchées qu'on retrouve parmi ces groupes-là parce qu'on est face à un libéralisme qui a permis l'érosion, hein, des valeurs judéo-chrétiennes en Amérique. Mhm. Et il faut trouver un moyen de contrecarrer ça. Et Trump est l'homme fort qu'il nous faut pour accomplir cette mission. Essentiellement, c'est ça. Ok, tout ça c'est intéressant. Mais alors justement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut se passer aujourd'hui? Si on fait une prospective, est-ce qu'il va Ouais. réussir? Les gens vont se révolter? Qu'est-ce que vous Moi, imaginez qui va se passer dans les années qui viennent là? oui, oui. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de résistance à ce qu'il veut faire. Ah, C'est certain qu'on a vu qu'il a fait des choix pour son cabinet qui sont assez controversés. Bon, ça doit passer au Sénat aussi, là. C'est des choix, c'est des recommandations qui doivent aussi passer au Sénat. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Il va y avoir beaucoup de résistance du côté démocrate, même si les démocrates ont été affaiblis, ils ont quand même un rôle à mhm. jouer dans la Chambre des Ils sont présents, oui. représentants. Ils sont là. En même temps, ce qui est fascinant, moi, j'examine aussi la sphère, comme vous savez, mon livre a focalisé beaucoup sur les néo-charismatiques pentecôtistes, Mhm. hein, et toute leur Mhm. notion de combat spirituel. Pour eux, le fait que Trump a été élu, c'est pas fini. C'est pas terminé. Il y a encore une épuration à faire de l'Amérique. Hein. Parce que l'Amérique, pour eux, c'est comme les récits les récits de la conquête de la terre promise. Hein. C'est que Mhm. Dieu nous a donné la terre promise, mais il y a des géants qu'il faut conquérir. Et nous sommes pour eux, ils sont dans cette logique de déraciner ces géants. C'est tous les démocrates, justement, les républicains qui ne s'alignent pas. Et c'est aussi tous les chrétiens qui n'ont pas la même vision qu'eux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de désir de vouloir euh, éliminer les Ah oui, voix discordantes dans discordante, les oui. milieux évangéliques. Ça va créer beaucoup de chaos, ça va créer beaucoup de confusion. Et je pense qu'avec Trump, vous savez, de s'être entouré, par exemple, avec quelqu'un comme euh, Elon Musk, d'avoir reçu du financement par quelqu'un comme Peter Thiel, c'est des oligarques Mhm. importants. Trump, euh, il va être un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Là. Il ne pourra pas faire nécessairement tout ce qu'il va vouloir. Il va falloir que, je veux dire, il va falloir qu'il récompense ces gens-là qui l'ont appuyé aussi. Là. C'est-à-dire que ça va être un, un sacré millimélo à démêler et je ne sais pas, je sais pas comment ça va aller, mais j'entrevois que nous allons nous revoir et possiblement parler encore quelques fois dans les prochaines Avec plaisir. quatre Mais années. c'est quand même Et inquiétant sur la démocratie, c'est la très, liberté, très, liberté politique. oui, c'est très, très, très inquiétant.